Président de la République Alassane Ouattara quitte Abidjan pour Dakar ce matin. Il va participer au sommet extraordinaire de la CEDEAO où il sera question de la situation politique dans les États membres et de l'évolution de la situation en Guinée-Bissau. Il sera de retour cet après-midi. Madame Axel Lemaire, secrétaire d'État de la France au numérique, a été reçue par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Elle est venue exprimer au chef du gouvernement ivoirien la volonté de la France de soutenir la Côte d'Ivoire dans le numérique. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, fait des dons aux femmes d'Adiaké, première localité que va visiter le président de la République lors de sa visite d'État dans le sud de Komouich. La valeur de ces dons est estimée à plus de 100 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour Dakar au Sénégal ce matin. Il va participer au sommet extraordinaire de la CEDEAO où il sera question de la situation politique dans les États membres et de l'évolution de la situation en Guinée-Bissau. Le chef de l'État sera de retour cet après-midi. Voilà, nous vous le disions, le chef de l'État part à Dakar au Sénégal. Il sera de retour cet après-midi. Le Premier ministre ivoirien, Daniel Cablon-Duncan, était au Sénégal pour la 4e édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion et la recherche économique. Il a été reçu par le président du Sénégal, Macky Sall. Les discussions ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Maïsako. Ces échanges entre le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan et le président du Sénégal Macky Sall sont intervenus après la cérémonie de remise du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique édition 2014. C'était l'occasion pour les deux hommes de faire le bilan des relations de coopération entre leurs deux pays. Des rapports appelés à être renforcés selon le chef du gouvernement ivoirien. J'indiquais donc au président de la République que son frère, le président Alassane Ouattara, devait venir ici donc le samedi prochain, dans le cadre d'une rencontre de la sous-région, pour discuter d'un certain nombre de questions qui sont importantes. Et je dois dire qu'avec le Premier ministre Mohamed Diallo, nous avons évoqué donc la possibilité de renforcer la coopération entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous avons des échanges qui sont autour de 121 milliards de francs CFA. On peut doubler ou tripler sans problème. Et il y a différents secteurs que nous avons passés en revue, notamment le secteur agricole, mais aussi du tourisme, mais surtout l'électricité. Le Premier ministre ivoirien a été fait grand croix de l'Ordre national du Sénégal. Le président de la République du Sénégal nous a fait l'immense surprise à la fin donc, de nous décorer comme grand croix du mérite national. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes très heureux. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entendent capitaliser sur leurs expériences mutuelles en vue de dynamiser davantage leurs relations de coopération. Les rideaux sont tombés jeudi sur la 4e édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion et la recherche économique. Il a été décerné au Togolais Yao Dossa. La cérémonie s'est déroulée au siège de la BCEAO à Dakar, au Sénégal, en présence des premiers ministres ivoiriens Daniel Cablon-Duncan et sénégalais Mohamed Ben Abdallah. Autre activité du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, mais cette fois ici en Côte d'Ivoire. Il a reçu Mme Axel Lemaire, secrétaire d'État de la France au numérique. Elle est venue dire au chef du gouvernement ivoirien la volonté de la France de soutenir la Côte d'Ivoire dans le numérique. Le numérique, un enjeu pour la Côte d'Ivoire sur la route de l'émergence. La France disposée à soutenir la Côte d'Ivoire. Nous serons amenés à travailler ensemble sur plusieurs sujets. Le premier, c'est la formation au numérique pour l'ensemble de la population parce que c'est un enjeu essentiel alors que l'économie et la société se numérisent à grande vitesse. Il faut que l'ensemble de la population en Côte d'Ivoire comme en France puisse savoir utiliser ces outils pour être compétents dans l'environnement professionnel. Un autre enjeu, c'est comment tirer toutes les opportunités du numérique pour améliorer la croissance économique et pour que cette croissance puisse créer des emplois, et en particulier des emplois
pour les jeunes. Et donc, il y a des grands chantiers d'infrastructures qui sont à l'œuvre, notamment pour déployer la fibre optique dans les territoires. Et puis, il faut aussi soutenir ce qu'on appelle les écosystèmes d'innovation, les jeunes entrepreneurs, les start-up très innovantes qui aujourd'hui sont elles aussi source de croissance. Voilà ce qui est ressorti de l'audience d'environ 3/4 d'heure du Premier ministre avec la secrétaire d'État français au numérique. Et nous allons rester dans le numérique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niamien Konon, était face à la presse jeudi au centre des échanges, le processus de mise en œuvre de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et le lancement de l'opération Un étudiant, un ordinateur. Hugues Hervé Blé. Infrastructure académique insuffisante, déficit d'enseignants, baisse de la qualité des formations, surpeuplement des amphithéâtres, les universités publiques de Côte d'Ivoire affichent leurs besoins. Pour apporter une solution à ces dysfonctionnements, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vient de lancer la création de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, UVCI. Pour la mise en œuvre de cette institution académique aux ressources numériques, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris d'importantes mesures annoncées par le ministre Niamien Konon. Nous avons obtenu le financement de l'extension du réseau UFI dans les universités publiques pour un coût certifié par le BNEC pour un coût de 8,2 milliards. Fin décembre, ce réseau sera disponible et permettra à Félix Houphouët-Boigny à 10 000 étudiants de se connecter simultanément. L'extension du réseau Wi-Fi dans tous les espaces universitaires déjà existants donnera corps à l'UVCI. Objectif, permettre aux étudiants d'avoir accès aux fichiers numériques disponibles sur la plateforme technique. Le ministre a également annoncé le démarrage de l'opération Un étudiant, un ordinateur subventionné par l'État de Côte d'Ivoire. La démarche permettra d'offrir à moins de coût 100 000 ordinateurs à 100 000 étudiants régulièrement inscrits dans une université publique. Avec le numérique, en réalité, on n'adresse pas que la question de la massification, on adresse aussi la question de la qualité. Avec le numérique, les apprenants peuvent accéder donc aux ressources pédagogiques, c'est-à-dire à l'enseignement, aux cours, avant de rencontrer leur professeur. Les étudiants sont invités à s'inscrire sur la plateforme de l'opération Un étudiant, un ordinateur, disponible sur le site officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Afin de bénéficier chacun d'un ordinateur, chaque inscrit devra débourser 51 500 francs CFA. Le troisième grand titre de cette édition, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, fait des dons aux femmes d'Adiaké, première localité que va visiter le président de la République lors de sa visite d'État dans le sud Komoué. La valeur de ces dons est estimée à plus de 110 millions de francs CFA. Thomas Guessambi. L'hôtel de ville d'Adiaké. Cette fois, pas en son sein, mais dans ses bras. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'est ici que les dons de diverses natures, d'une valeur de plus de 110 millions de francs CFA, de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, prennent rendez-vous avec tout un département. Pour cette action de solidarité qui précède les pas du président de la République, Alassane Ouattara, dans sa visite d'État dans la région. Patricia Sylvie Yao, représentant l'épouse du chef de l'État, est là pour en donner la signification, en y ajoutant aussi une autre bonne nouvelle. Ces dons en nature, nombreux et variés, comme vous pouvez le constater, sont destinés à l'ensemble des populations et tout particulièrement aux femmes du département d'Adiaké. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ce fonds qui était jusqu'à ce jour d'une enveloppe de 20 millions pour le département d'Adiaké passe à 100 millions. C'est incroyable, mais c'est cela la réalité. Venu des sous-préfectures d'Assini,
d'Ethiopie et d'Adiaké, les femmes n'en reviennent pas. Vous ne pouvez pas être là dans mon cœur parce que vraiment nous sommes en joie ce matin. Nous sommes rassurés maintenant qu'elle ne nous a pas oubliés. Parce qu'il y a très longtemps, nous voyons à la télé des dons de la première dame. On a pensé qu'on était oubliés, mais grâce à Dieu, grâce à la première dame, nous sommes ravis. Vraiment, elle nous a vraiment comblés. Nos sentiments sont des sentiments de joie, de satisfaction, parce que nous savons l'élan de générosité de la première dame. Et aujourd'hui, ces sœurs d'Adiaké en bénéficient. Nous sommes très heureuses. Les cadres et autorités de cette contrée Agni et Otilé, en se succédant derrière le lutrin, n'en retiennent qu'une seule chose, le couple Ouattara est à honorer. Je voudrais aussi demander à nos chefs traditionnels ici présents, à nos chefs religieux ici présents de s'unir en prière pour ce couple, de s'unir en prière pour la première dame, pour que le Tout-Puissant les garde longtemps parmi nous, le couvre de son manteau pour qu'il ait la force et les moyens de continuer cette noble mission au service des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent dans ces pays-là. À ce rendez-vous de générosité, les gagnants de la Coupe Dominique Ouattara reçoivent aussi leur récompense. Le chef de l'État sera dans le sud, comme nous vous le disions à l'instant, pour la réussite de l'événement. Les jeunes de la région ont mis en place une coordination pour sensibiliser les populations. Kwasi Mamadou. Les jeunes de la région du Sud-Komoué engagés dans la réussite de la visite d'État qu'effectuera le président de la République, Alassane Ouattara, dans leur région, du 14 au 16 septembre prochain. Depuis quelques jours, à travers la coordination mise en place, ils mènent une tournée de sensibilisation et de mobilisation. Ibrahim Diané, président de la coordination régionale de la mobilisation de la jeunesse du Sud-Komoué, et son équipe veulent donner un cachet spécial à cette visite d'État, car il y ressortira selon eux de la prise en compte de leurs besoins pour leur insertion socio-professionnelle. Nos frères vont avoir quelque chose sous la main, ceux qui ne travaillent pas. C'est ça en fait le souci. Vous n'êtes pas fatigué de suivre les gens. Vous n'êtes pas fatigué de ça. 5 000 par jour, non 2 000, tiens, va manger. C'est pas ce qu'on veut. On veut de l'emploi pour la jeunesse. C'est ça, c'est ce qu'on veut. Moi particulièrement, c'est ce que je veux pour vous. Maintenant, celui qui ne veut pas, ça n'intéresse pas, tant mieux. Ibrahim Diané et son équipe comptent sillonner tous les villages et hameaux du Sud-Komoué pour mobiliser la population afin de réserver un accueil chaleureux au groupe présidentiel. Pour eux, cette visite sonne la renaissance d'une région à forte potentialité économique, culturelle et humaine. Outre le sud, Komoué, le président de la République sera dans quelques semaines dans les régions du Haut-Sassandra, du Go et du Logibwa pour une visite d'État. Le comité d'organisation s'active pour les préparatifs. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a échangé avec les élus et cadres de ces régions. Témoin, Abou Sadogo pour RTI 1. Du dimanche 27 au mercredi 30 septembre prochain, le président de la République Alassane Ouattara effectuera une visite d'État dans les régions du Haut-Sassandra, du Go et du Lodjibois. L'annonce officielle a été faite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, président du comité national de visite d'État. Partout, ça s'est très bien passé. Ça a été un moment de rassemblement des cadres. Même dans les régions où il y avait des divisions marquées, les cadres ont eu un sursaut de déplacement et dans un élan, une synergie commune, à l'unisson, au-delà de considérations politiques et partisanes. On fait pour réserver un accueil au président et traiter avec lui et les membres du gouvernement des questions concrètes et pratiques de développement de leur région. Donc je souhaite qu'il en soit de même chez vous. Élus, cadres et populations du Go, du Lodjibois et du Haut-Sassandra ont exprimé leur joie d'accueillir le chef de l'État dans leur région. Nous allons essayer de faire la mobilisation totale. Chaque cadre doit rentrer à la base, on doit se mettre ensemble pour que la population sorte. Je voudrais lancer un appel à la jeunesse de se mobiliser pour accueillir son Excellence le Président de la République qui arrive à Gagnois avec le développement, qui arrive à Gagnois avec l'emploi jeune. On voudrait même qu'il fasse une semaine parce que vraiment les gens sont mobilisés. Guiberoua, Galébré, Dignago. Le peuple bété prendra leur fils, leur grand frère, leur papa
comme étant le roi des Gagnois. Nous allons l'introniser. J'ai fait appel à mes soeurs et frères de Gagnois. Jour qu'il va mettre son pied à Gagnois, que tout le monde soit là-bas. C'est une visite très attendue par les populations de ces 3 grandes régions. Une visite qui, selon elle, va apporter le développement. Autre information, le président du conseil régional du Haut-Sassandra était dans le village de Oruta, dans la sous-préfecture de Bediala. Il est allé exhorter les populations pour des élections apaisées. Teresta Peyoboué. Le village de Oruta, dans la sous-préfecture de Bediala, était en fête. Il a reçu en effet le président du conseil régional du Haut-Sassandra ainsi qu'une délégation d'élus. Alphonse Guégué-Madi et sa délégation se sont rendus dans ce village pour échanger avec les populations sur l'actualité du moment en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Le président Alphonse Guégué-Madi a parlé de paix et de cohésion sociale préalable à toute action de développement durable. Il a dit compter sur les jeunes pour garantir des élections paisibles. Pour le président du conseil régional du Haut-Sassandra et sa délégation, les élections ne doivent pas être source de division et de haine entre les frères et sœurs. Le président de la mutuelle du village a profité de l'occasion pour présenter les doléances, notamment la réhabilitation de la pompe hydraulique et l'extension du réseau électrique du village. Le village de Oruta a également abrité la finale d'un tournoi de football avec pour parrain Alphonse Guégué-Madi. Ce tournoi a regroupé une dizaine de villages tout au long des vacances scolaires 2015 avec pour objectif la cohésion et l'unité au sein de la jeunesse dans la région de Bediala. Le RDR s'engage pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Le Rassemblement des Républicains a eu une rencontre avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, la bonne tenue des élections à venir. Sidonie Waka Davila. Face à la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, la direction du Rassemblement des Républicains a exploré les questions d'actualité, notamment celles des échéances électorales futures. Quant à la bonne tenue de ces élections, assurance a été donnée par le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro. C'était pour d'ailleurs rassurer l'ONUCI et la communauté internationale et nationale d'ailleurs sur la volonté du RDR et du RHDP à faire en sorte que les élections à venir soient des élections démocratiques, pacifiques et qui se déroulent dans un environnement apaisé. Vous saviez que depuis la proclamation de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, l'attention des uns et des autres est attirée par le comportement des différents partis politiques. Mais le RDR a rassuré. Les élections apaisées, Amadou Soumaoro y croit. La volonté du RDR affichée, le parti compte travailler pour atteindre cet objectif, à savoir renforcer le climat de paix pour des élections apaisées, démocratiques et transparentes. Tout à fait autre chose. À présent, la RTI se rapproche de ses annonceurs. Une agence RTI Publicité existe désormais dans la commune du Plateau, dans l'enceinte de la radiodiffusion. Et c'est la toute première agence commerciale décentralisée. Elle a été visitée par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. Konaté Moussa. Un coup de ciseau pour la coupure du ruban. Et voilà ouverte la toute première agence décentralisée de RTI Publicité. Situé dans l'enceinte de la radiodiffusion dans la commune du Plateau, c'est un bâtiment flambant neuf, bien équipé pour offrir plus d'opportunités aux annonceurs. Le Plateau étant le centre névralgique des affaires, avec une forte concentration des activités commerciales, grâce à son emplacement géographique, c'est tout à fait normal, je dirais même à juste titre, que la RTI, dans sa politique d'extension, est une agence d'une telle envergure. C'est à nous d'aller vers les annonceurs. Cette agence est un véritable outil marketing pour pouvoir attirer plus de clients. Nous sommes tout le temps en train d'actualiser nos offres et donc rapprocher la RTI Publicité de nous
ça nous rend plus efficaces. Cette agence va nous permettre de réduire certains coûts de transport, de gagner en temps. Une agence de proximité afin d'être plus efficace dans ses activités commerciales. L'action s'inscrit dans le cadre des réformes engagées par la RTI visant à améliorer la qualité de service. Il s'agit maintenant de travailler notre relation client avec tous les annonceurs qui nous font confiance, qui nous choisissent pour pouvoir les accompagner dans leur stratégie de communication. Donc l'objectif est double. Il s'agit d'une part de permettre à une partie des clients de venir payer, faire des opérations monétaires dans cette agence, mais également tous nos clients qui sont situés au plateau, tous nos clients qui sont situés par exemple à Yopougon ou toute zone pour laquelle le plateau est le plus facile d'accès, ils pourront venir nous remettre leur support physiquement au plateau et ces supports seront acheminés de manière informatique automatiquement à Cocody pour diffusion. Ce vendredi 11 septembre, Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication, visite le nouveau local. Elle exprime sa satisfaction pour cette initiative. La RTI se renouvelle chaque jour et chaque jour qui passe, on voit que la RTI apporte vraiment un plus aux populations ivoiriennes. Donc naturellement, je ne peux qu'en être heureuse et rappeler quand même que c'est un travail important, donc de modernisation complète de la RTI qui se prépare à affronter les grands défis. Donc pour moi, c'est vraiment un satisfecit. Mais comme je le dis toujours, il faut continuer toujours à faire davantage pour le bonheur des populations. La RTI se rapproche de sa clientèle et en attendant l'installation d'autres agences dans les autres communes du district d'Abidjan et dans les villes du pays, les annonceurs bénéficient d'une remise de 25% pendant un mois dans cette nouvelle agence du plateau. La liberté de la presse en Afrique, mythe ou réalité, c'est le thème du colloque international qui initie le ministère de la Communication les 5 et 6 octobre prochains ici à Abidjan, à l'hôtel Ivoire. Sophie Telam Zadiabi nous en parle. Une presse libre responsabilise le gouvernement et rend son action encore plus transparente, plus crédible et une action beaucoup plus ciblée à l'endroit effectivement des attentes des populations. En outre, une presse libre crée un environnement favorable à une gestion plus efficace au plan national des affaires publiques et privées. Et pourtant, selon plusieurs fondations et Reporters sans frontières, c'est dans seulement 21 pays, dont un africain, la Namibie notamment, sur 180, que la liberté de la presse s'exerce effectivement. La Côte d'Ivoire occupe la 86e place. Pourquoi un si mauvais classement pour les États africains? Quelles sont les entraves propres à l'Afrique et comment les endiguer? Pour répondre à ces interrogations, le ministère de la Communication initie les 5 et 6 octobre prochains au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan un colloque international sur le thème « La liberté de la presse en Afrique, mythe ou réalité ». Nous voulons favoriser et approfondir les échanges entre les organisations professionnelles de médias africains sur la nécessité d'une protection systématique du journaliste dans l'exercice de son métier, partager les expériences des pays dans le domaine de la protection des journalistes en période de conflit comme en temps de paix, promouvoir le concept de la liberté de la presse dans le monde des médias en Côte d'Ivoire, en particulier en Afrique en général, sensibiliser les consommateurs des produits des médias sur l'importance et la nécessité d'une presse libre et indépendante, approfondir naturellement la réflexion sur la thématique presse libre et développement en Afrique. Nous voulons créer une plateforme d'échange entre les professionnels de journalistes de Côte d'Ivoire et leurs collègues africains, évidemment, qui vont mutualiser leurs différentes expériences. 200 participants nationaux et internationaux composés d'experts, de journalistes, de chercheurs et de représentants d'institutions internationales sont attendus à ce colloque. Afoussiata Bamba Lamine en attend entre autres que chacun de ces participants s'engage à défendre la liberté de la presse en Afrique dans tous les forums et que les organisations professionnelles de journalistes et de médias se mobilisent pour que la liberté de la presse devienne une réalité palpable et vivante en Afrique. Le processus d'indemnisation des victimes post-crise est rentré dans sa phase pratique. Pour s'assurer de son effectivité, la directrice du programme national de cohésion sociale a rendu visite à des malades. Christelle Nda Kraskando. Vali Traoré est une victime de la crise post-électorale. Cela fait 4 ans qu'il est en attente d'une prise en charge médicale. Depuis quelque temps, c'est chose faite. Aujourd'hui, on me voit ici opéré.
Et tout le moins qu'on nous disait, lorsqu'il m'avait au CHU, on me dit ça fait plus de combien de millions. Aujourd'hui, il voit qu'ils ont fait mon pied vraiment. Le docteur me dit vraiment que je vais marcher. Ah, pour moi, c'est une grâce. Comme Vali Traoré, plusieurs malades bénéficient d'une prise en charge totale dans le cadre du processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale lancé depuis le 4 août au Palais présidentiel. Pour s'assurer de son effectivité, la directrice générale du programme national de cohésion sociale apporte son soutien aux victimes. Tout le monde a vu, le processus a bel et bien commencé. Aujourd'hui, nous sommes au 11 septembre, vous voyez que ça continue, les blessés sont pris en charge effectivement. Le président de la République nous a instruit de faire une prise en charge totale jusqu'à guérison. L'opération a commencé et donc il faut qu'il soit patient. Tout le monde sera pris en compte. D'autres victimes bénéficient également d'une aide psychologique. Pour l'instant, on a une liste de 23 patients qui ont tous été vus, qui ont subi une consultation de chirurgie, de psychiatrie, un bilan biologique complet, des interventions. Et la phase finale, c'est l'évaluation du dommage. Pour cette première phase, environ 1000 blessés seront pris en charge sur le territoire national. La Côte d'Ivoire et la République de Corée du Sud ont signé jeudi un mémorandum d'entente sur la construction du futur Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale. Cette infrastructure sanitaire va être essentiellement consacrée à la détection et la prise en charge des malades du cancer. La centrale syndicale Humanisme veut prendre une part active dans la réussite de l'instauration de la couverture maladie universelle. Elle mobilise depuis quelques jours les populations d'Abobo pour qu'elles se fassent enrôler. Nessou Soumaoro, ménagère dans la commune d'Abobo, est aujourd'hui une femme heureuse et pour cause. Il dit si tu es malade, tu vas donner 1000 francs, ça fin de mois, tu vas prendre médicaments. Si tu n'as pas l'argent, tu as assurance, c'est bon. Elle vient en effet de souscrire à la CEMU, la couverture maladie universelle, à l'invitation des membres de la centrale syndicale Humanisme. Désormais, elle pourra bénéficier de prestations médicales à coût réduit conformément aux dispositions arrêtées par le gouvernement ivoirien. Ici, sur ce site d'Abobo-Kouéka, comme elle, ce sont déjà 950 personnes qui se sont faites enrôler dans cette opération. Le SG m'a chargé de venir, non pas les travailleurs, mais les enfants et femmes à la maison, à la base, pour venir leur présenter l'assurance maladie universelle. J'ai expliqué le bien fondé à la population. Je suis très heureux que les enfants soient sortis nombreux. Beaucoup sont nos populations qui n'arrivent pas à survenir à leur santé. La couverture maladie universelle, une bonne opportunité pour les couches économiquement faibles. Pour les autorités en charge du pilotage de cette opération, l'action de la centrale syndicale Humanisme est à encourager. C'est ce que nous recherchons. Il faut que tous les Ivoiriens où qu'ils se trouvent soient concernés par la couverture maladie universelle et qu'ils organisent ce genre de manifestations. Nous serons présents pour les accompagner. La souscription à la CEMU, la couverture maladie universelle, est de 1000 francs CFA. Elle concerne autant les Ivoiriens que les non-Ivoiriens vivant sur le territoire national. Ces prestations couvrent entre autres les hospitalisations et les urgences. Un reportage de Guillaume Zéré et Serge Kolia. Le ministre des Eaux et Forêts était avec les populations du village de Soukou-Obou dans la localité de Sikensi. Mathieu Babo Daré est allé apporter la compassion du gouvernement à ces populations dont les plantations ont été détruites par un troupeau d'éléphants qui a élu domicile dans la localité. Venons Seman Niamien. Le ministre des Eaux et Forêts aux côtés des populations du village de Soukou-Obou dans la localité de Sikensi. Mathieu Babo Daré est venu traduire la compassion du gouvernement à ces populations victimes de la présence d'un troupeau d'éléphants dans leur localité. Ces pachidèmes, selon le chef du village, ont détruit plusieurs hectares de plantations. Il y a eu des cultures vivrières qui sont parties, il y a eu des cultures de rente. À cette rentrée, il y a des gens même qui ont cabossé leur cacao et les éléphants ont tout dévasté. Séchez vos lames, soyez courageux, le gouvernement ne vous oubliera pas. Ce sont en ces mots que le ministre Mathieu Babo Daré a traduit le soutien de la République aux populations. Il les a assurés que dans 3 semaines, ces éléphants seront refoulés dans la forêt classée d'Irobo avant qu'une solution définitive ne soit trouvée.
L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse après sa visite. Les techniciens des eaux et forêts qui sont ici ont cette méthode-là et ils vont repousser ces éléphants-là. Mais ce qu'il faut noter qui est important, c'est qu'on va occuper le terrain. On va pas laisser le soin aux éléphants, c'est-à-dire on les refoule, on s'en va et puis ils reviennent. On ne veut plus de ça. Plus de 54 personnes sont directement touchées par le désastre causé par ce troupeau d'éléphants. Le ministère des Eaux et Forêts et celui de l'Agriculture vont procéder les jours à venir à l'évaluation des dégâts et au recensement de toutes les victimes pour un éventuel dédommagement. Déjà, Mathieu Babou Daré a exhorté les populations à éviter de provoquer ces pachydermes. Et nous allons terminer cette édition avec cette information. La chute d'une grue dans la grande mosquée de la Mecque en Arabie Saoudite a fait au moins 107 morts et plus de 230 blessés hier vendredi. La grue faisait partie du gigantesque chantier de rénovation de la Mecque. L'incident a eu lieu en fin d'après-midi à une heure où les fidèles musulmans actuellement en pèlerinage se rassemblent en masse pour la prière du vendredi soir. Selon les informations, c'est la météo qui serait incriminée. Un vent violent aurait fait tanguer la structure qui a fini par chuter et transpercer le toit de la mosquée. Toujours selon les informations, l'on ne dénombre aucune victime ivoirienne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.